Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève Turcot, c'est moi cet après-midi qui a l'honneur d'animer cette entrevue avec Daniel Lessard. Je vous remercie d'être présent encore cette année en mode virtuel. On croise les doigts que c'est la dernière année et que l'an prochain, on sera en personne pour se parler et se voir parce que je pense que, comme tout le monde, ça nous manque ce contact-là, surtout dans les salons du livre. Donc, Daniel Lessard, évidemment, on vous connaît pour vos 39 années je vais dire, de service à Radio-Canada, mais surtout depuis 2011, depuis votre retraite, vous êtes un auteur. Le Petit Docteur de Saint-François-de-Beauce, c'est votre 11e roman. On l'a mentionné brièvement en pré-entrevue. C'est un roman qui nous plonge en septembre 1918, mais il aurait pu être écrit en septembre 2020, 2021, 2022. On plonge à l'époque, on est à la fin de la Première Guerre, les gens ne savent pas, mais se doutent que c'est en train de se terminer, mais c'est la grippe espagnole qui vient un peu brouiller les cartes. Est-ce que cette idée de plonger dans la grippe espagnole après nos 2 ans de COVID, pourquoi avoir décidé d'aller plonger dans cette époque-là? Ouais, tu vas me dire que, salut d'abord, tu vas me dire que c'est un peu masochiste. Je cherchais un sujet de roman historique, ce que je préfère à tout le reste. Et puis, je Mhm. pense en rond, j'avais une ou deux idées. Une que j'ai récupérée dans le roman là, de la jeune fille qui a un enfant et qui disparaît. Ida. Ouais, mais je ne voulais pas faire tout un roman là-dessus. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matériel. Alors, je me suis dit que je vais le faire dans le cadre de la grippe espagnole et en tournant autour d'un personnage ou deux principaux, là, le docteur Clich et le curé. Et tout se rapportera toujours à eux. Alors, de cette façon-là, j'aurai un fil conducteur qui se tient. Mais la grippe espagnole, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, Geneviève, je me suis dit, bon, il y a sûrement plein de trucs qui ont été faits sur la grippe espagnole, plein de romans. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été fait. Alors, j'ai fait une Mhm. vérification. Effectivement, il y en a des très bons, dont la trame sonore et dont le décor est Québec, et dont le décor est Montréal. Il y en a un très bon, je pense que le décor était Winnipeg, un autre à Toronto. Et je me suis dit, bon, c'est bien beau ça dans les grandes villes. Voilà comment ça se passait. Mais dans un tout petit village, ça se passait comment, la grippe espagnole? Comment les gens se démerdaient? Et évidemment, j'ai choisi un village de la Beauce parce que je viens de là. Évidemment, j'en ai choisi, je connaissais très bien, Saint-François-de-Beauce, qui est aujourd'hui Beauceville. Saint-François-de-Beauce, qui est à peu près à 10 kilomètres d'où je suis né, Saint-Benjamin. Et c'est là où sont nés mes grands-parents Lessard et mon grand-père Rodrigue. Alors, c'est un peu chez moi. Et c'est toujours plus facile quand tu connais bien le décor dans ceux d'y faire fonctionner les personnages. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, justement, ce personnage principal-là, Laurent Clich, un jeune médecin qui arrive de Québec, qu'on comprend qu'il vient d'une bonne famille, qui a fait évidemment des grandes études. Il arrive, il débarque dans ce village-là avec sa femme Rose, qui est infirmière. D'emblée, ils sont très sympathiques. Ils veulent changer les choses. Ils sont humains. Ils veulent vraiment, mais on comprend rapidement que ce jeune Laurent-là, avec tous ses beaux idéaux, il doit prendre la relève du vieux médecin du village que tout le monde aimait, à qui tout le monde faisait confiance. Donc, ce passage-là, ce changement de flambeau qui n'est pas évident parce que les gens faire confiance à un jeune médecin. Mais là, on est en 1918 où est-ce que c'est plus tentant d'aller voir le charlatan du coin que de faire confiance à la science. Euh, vous n'y avez pas rendu ça facile à votre Laurent, mais c'était cette époque-là, c'était la réalité, là. Oui, c'est la réalité d'un médecin de campagne, c'était une réalité absolument incroyable. Il y a une très bonne biographie d'un médecin de campagne qui était pas loin de chez moi, à Sainte-Claire de Dorchester, et il raconte dans l'histoire de sa vie que la pire période de sa vie, et de loin, a été celle de la grippe espagnole. Il soutient, j'ai de la misère à le croire, qu'il a été 40 jours sans dormir, à se promener avec son cheval dans le mauvais temps parce qu'on était rendu à tard dans l'automne et que pour lui, ça a été une épreuve absolument épouvantable. Alors, je me suis dit, je vais faire vivre à mon ami Laurent des moments difficiles aussi, parce que être médecin de campagne, même dans des conditions idéales, c'est jamais facile. On ne se déplace pas en automobile à ce moment-là. Tu y vas à pied ou tu y vas avec ton ami là, qui conduit le cheval, qui t'emmène un peu partout. Tu ne sais pas quand tu vas arriver, tu ne sais pas quand tu vas revenir. Tu peux sortir en pleine nuit, les gens viennent cogner à ta porte parce que, bon, la plupart n'avaient pas le téléphone. Donc, au départ, être médecin de campagne, c'est une tâche extrêmement difficile.
Et quand tu arrives, tu es plein d'espoir, puis là, tu te retrouves avec un enfant disparu qui vient de naître, puis qui est disparu, puis on pense que c'est un cas d'inceste ou un cas Mm. d'enfant infirme qu'on faisait toujours disparaître. Et arrive la grippe espagnole pour laquelle il n'est pas préparé, pour laquelle il n'y a aucun remède sauf l'aspirine et le camphre. À partir de là, comme on dit chez nous, il va patiner et pas à peu près. Alors, c'est un peu ça le point de départ, là, son arrivée. Il voulait changer le monde, mais le monde Ouais. a changé trop vite avant qu'il puisse, qu'il puisse vraiment prendre le contrôle de la situation. J'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que si vous avez des questions pour Daniel Lessard, n'hésitez pas, que ce soit dans le clavardage ici en ligne ou via la page Facebook, je vais pouvoir lui poser vos questions. Justement parce que, bon, il y a plusieurs personnages qui gravitent autour de Laurent et de Rose. Un qui est très important parce que quand Laurent arrive au village, il n'est pas la seule recrue, si on veut. Le village a aussi un nouveau curé qui est Antoine Légaré, qui a à peu près le même âge que Laurent. Et ce qui est très intéressant, c'est l'espèce d'affrontement. Et là, je dis affrontement, là, pas de boxe, mais quand même parce que on a l'homme de science et l'homme de foi qui lui aussi veut faire bonne impression, qui lui aussi veut faire son nom et qui se retrouve à être très, très, très rigide devant quelqu'un qui est beaucoup plus progressiste comme Laurent, mais qui lui aussi incarne, on comprend là, comment ça fonctionnait. Puis surtout dans le cas de Ouais. la grippe espagnole, les autorités sanitaires demandaient aux gens de pas se rassembler. Quand je dis qu'il y a des échos très 2020 dans votre roman, mais l'Église, ça a pris du temps avant que l'Église accepte de fermer ses portes et de ne pas tenir les messes. Ouais. Et Geneviève, à cette époque-là, dès qu'il arrivait un malheur, on se tournait vers le curé. Et le Ouais. curé avait toujours un remède immanquable, c'était la prière et la messe et les vêpres quand il y en avait. Et le curé s'est mis dans la tête, dans plusieurs curés, dans plusieurs paroisses, s'était mis dans la tête que la seule façon de empêcher la grippe espagnole de nous toucher ou d'en mourir, c'était de prier. Évidemment, ce n'était pas scientifique, tu l'auras bien compris, et ça ne fonctionnait pas. Et malgré cela, les curés s'entêtaient, plusieurs s'entêtaient, comme celui de Saint-François de Beauce, à dire il n'est pas question qu'on ferme l'Église, il n'est pas question que j'arrête de dire la messe, c'est le seul remède qui reste pour les gens, pour les malades, et on va continuer à le faire. Il faut se réunir dans l'Église jusqu'au jour où le cardinal Bégin a dit envoyer une note à tous ses prêtres. Écoutez, les autorités sanitaires demandent de ne plus se rassembler. À partir de maintenant, il n'y aura plus de messe, il n'y aura plus de rassemblement à l'Église aussi longtemps que je ne vous donnerai pas la permission de recommencer. Il y a des prêtres qui ont beaucoup résisté à ça. Il y a des gens qui étaient complètement dépourvus parce que sans la prière, sans la messe, on fait quoi? À qui on invoque, etc. Donc, c'était le pouvoir de l'Église. C'est un peu nos... je fais très attention en te disant ça. C'est Ouais. un peu nos libertés d'aujourd'hui. Ces gens qui Mm-hmm. gueulent sans arrêt, qui nous ont emmerdés pendant 3 semaines devant le Parlement. C'était un peu ces gens-là qui se disaient non, on ne mourra pas si on prie puis si on est des bons catholiques. Alors que, tu sais, essaye de les convaincre du contraire. Moi, ma mère croyait dur comme fer que tout passait par Dieu, puis que s'il arrivait quelque chose de mal, c'est parce que Dieu le voulait ou on avait fait quelque chose qui n'était pas correct. Tu sais. Alors, cette mentalité-là, les vieux médecins, la plupart du temps, ils les ignoraient. Ils disaient, Madame, je vous soigne, mais je ne vous soigne pas. Mais un jeune médecin, tu fais attention, tu ne peux pas envoyer promener les gens. Donc, ça rendait la chose très difficile. Ben oui, parce que Laurent se retrouve, comme on disait, il n'avait pas de moyens pour combattre la grippe espagnole et il n'a pas le choix de demander au curé de l'accompagner parce que ce que les gens veulent, ben, c'est de la prière, c'est les derniers sacrements. Donc, il se retrouve en plus avec un curé dans les pattes pour faire la tournée du village. Puis Mm-hmm. on le voit, et on le voit et on le sent. Et ce que j'ai trouvé beau aussi à travers le livre, c'est que il juge pas. Ça le fâche de voir comment l'Église est intransigeante, mais il a ce respect-là. Et même côté aussi du curé qui trouve que le médecin, quand il essaie de faire porter des masques, et ça, j'ai trouvé ça très amusant parce que, bon, on l'a tous vécu, on pensait pas qu'on allait se retrouver, puis là encore, aujourd'hui, ben, on porte notre masque. Mais en 1918, les gens voulaient rien savoir de porter leur masque. C'était complètement absurde. Donc, il y a toujours encore là, je dis affrontement, c'est pas affrontement, mais cette opposition entre l'Église, la science qu'on sent tout le long là, du roman. Ouais, et c'était l'argument des curés aussi, mais c'était l'argument populaire à l'époque, c'était de dire, nous, on vit en ville, on ne vit pas en ville. En ville, ils sont dans Ouais. la promiscuité, ils sont 25 dans un appartement,
Ils sortent sur la rue, il y a plein de monde, les chances de contagion sont extrêmement élevées. Nous, on est éloignés les uns des autres, on vit au grand air, on mange une nourriture qui est saine, ça ne peut pas nous toucher. Sauf que, à un moment donné, le médecin est obligé de leur dire, ben, c'est pas juste la nourriture que vous mangez et c'est pas juste le grand air. Il y a des tonnes de gens qui arrivent à la gare de Saint-François-de-Beauce, qui était le chef-lieu de la Beauce à ce moment-là. Beaucoup de gens qui arrivent et qui repartent. Il y a un va-et-vient sans arrêt de ce qu'on appelait à l'époque des étrangers, là, c'est pour pas être trop négatif. Donc, les chances de l'attraper sont très élevées. À Saint-François-de-Beauce, en l'espace de 2 mois, pour une population de moins de 2000 personnes, il y en a 37 personnes qui sont mortes de la grippe espagnole, des familles au complet. Le médecin arrivait, puis tout le monde était mort, ou la mère était morte, puis les enfants étaient morts. Et ça allait très vite. La grippe espagnole, tu l'attrapais et tu étais très malade la deuxième journée pour cracher tout ce que tu avais à l'intérieur de toi. Et la troisième journée, tu étais mort. C'est aussi rapide que ça. Alors, tu sais, et moi, j'avais toujours peur d'exagérer, mais la Société du patrimoine de Beauzile avait beaucoup de documentation là-dessus, beaucoup de trucs intéressants. À un moment donné, je lisais le compte-rendu d'un docteur, puis il disait à sa femme, aujourd'hui, je me suis fait apostropher par, je ne me souviens plus du nom du monsieur, qui m'a dit que jamais de sa vie, il porterait une guenille dans la face. Jamais, jamais. Le port du masque, ça n'a pas été un succès étincelant à Saint-François-de-Beauce, comme j'imagine dans plusieurs petits villages. À Québec, Montréal, beaucoup plus, mais à Saint-François-de-Beauce, le masque, là, c'était pas très populaire. Mais c'est que ce qu'on comprend aussi, puis bon, Laurent est confronté justement à des gens pour qui placent évidemment leur foi, la religion devant la science, mais il se retrouve aussi dans un village avec des gens qui sont très peu éduqués, pour la plupart analphabètes. Donc, même s'ils réussissent à mettre la main sur la copie, ça m'avait fait sourire du soleil que le curé lit, ça se rend pas, ils ne sont pas capables de le lire, donc ce n'est que de la désinformation. Et là, je me suis dit que c'est le journaliste en vous qui s'est fait beaucoup plaisir parce que on comprend d'où ça vient, puis c'est pas des mauvaises intentions, mais les gens, en plus, en fermant les églises, ben, il n'y avait pas les médias sociaux, c'était quand même sur le perron d'église que les gens échangeaient de l'information, qu'elle était fausse ou pas. En isolant les gens, en n'ayant pas des moyens de communication, les gens se retrouvaient dans un noir total. Et quand les premières victimes de la grippe espagnole ont commencé à tomber, et là, les gens ont réalisé que c'était pas nécessairement des nouveau-nés, des personnes très âgées, mais des gens qui symbolisaient la force et la puissance qui tombaient au combat. Là, le petit docteur s'est retrouvé avec une espèce de panique là, à gérer. Là. Oui, et elle n'était pas évidente à gérer. C'était de convaincre les gens, si vous ne faites pas attention, vous êtes tous vulnérables, vous pouvez tous l'attraper. Il n'y a personne qui pourrait être, qui est complètement immunisé contre ça. Il y en a qui vont l'attraper, qui n'en mourront pas, mais vous pouvez tous l'attraper et en mourir aussi. C'était de les convaincre sans avoir l'air trop alarmiste, sans leur faire croire qu'ils étaient des imbéciles, puis parce qu'ils étaient des imbéciles, ils allaient l'attraper plus parce qu'il n'était pas capable de lire. Saint-François-de-Beauce, à cette époque-là, il y avait peut-être une demi-douzaine de personnes abonnées à un journal. Le journal local était distribué gratuitement et la plupart s'en servaient pour allumer le poêle ou pour autre chose. Je me souviens de mon grand-père, moi, qui était éduqué par rapport à l'époque, qui était maire du village, etc., et qui, lui, recevait l'Action catholique, qui lisait religieusement tous les jours. Et il y avait 5 ou 6 voisins, de vieux voisins, qui venaient s'asseoir avec lui sur la galerie devant la maison et qui disaient, mais oh, lis-nous ça fort qu'on comprenne. Ah! Wow! Et, Ouais. et donc, tu sais, il aurait pu leur raconter n'importe quoi, mais bon, il était maire, puis j'ose croire qu'il était très, très, très professionnel et très honnête, mais il leur lisait le journal à haute voix, puis ils retournaient chez eux, ils étaient très contents, ils savaient ce qui se passait dans le monde. Mais tu as raison, autant les médias sociaux aujourd'hui peuvent nous rendre fous parce qu'ils déforment la vérité, parce que tu te retrouves dans plein de théories de complotistes, n'importe qui s'improvise spécialiste en médecine, en COVID ou en politique. Autant à l'époque, c'était le vide total, c'était le manque d'informations qui faisait en sorte que des gens comme le charlatan, puis il y en avait dans plusieurs villages, pouvaient leur faire croire n'importe quoi, surtout leur vendre n'importe quel médicament qui n'avait aucune espèce de valeur et leur raconter que le docteur, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Il sera incapable de vous guérir. Là-dessus, il avait raison. Le docteur ne veut pas faire de miracle, mais quand même, il y avait une approche, en tout cas plus médicale, plus scientifique, qui était susceptible de fonctionner davantage que les niaiseries du charlatan.
Mhm. Mais il avait du charisme, et ça encore aujourd'hui, quelqu'un qui a du charisme, même si c'est faux ce qu'il dit, ça peut aller très loin. Mais ça me fait sourire, juste revenir sur l'anecdote. Donc, finalement, votre grand-père a animé une émission d'affaires publiques avant vous, en lisant le journal, c'est vous. Vous avez rien inventé. Ouais. Ah non, c'est ça. Et l'autre truc, et c'est pour ça que les curés avaient un pouvoir fou. Beaucoup de gens allaient voir le maire chez nous là, parce qu'ils bon, ils savaient lire puis ils pouvaient les aider. Mais quand tu Ouais, recevais une lettre dans le courrier puis tu n'étais pas capable de lire, tu allais voir ou le curé ou le maire. Puis la plupart du temps, les gens allaient voir le curé. Monsieur le curé, qu'est-ce que ça raconte cette lettre-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je fais? Etc. Tu sais, alors, quand tu as 65-70% de ta population qui était analphabète, ça en fait du monde, ça. Et le curé, à ce moment-là, avait sur les gens un pouvoir un extraordinaire. pouvoir. Et la plupart, je te dirais, la plupart l'ont exercé à peu près correctement, mais il y en a d'autres à qui ça montait à la tête qui devenaient de véritables dictateurs qui contrôlaient tout, la vie des gens, dans le confessionnal. Le confessionnal, tu n'es probablement jamais allé, toi, mais c'était une Non. épreuve absolument terrifiante. Quand le petit volet s'ouvrait, puis là, le curé disait raconte-moi tes péchés. Puis si tu n'en avais pas, être forcé à en inventer pour en avoir au moins une demi-douzaine, sinon ça ne marchait pas. Puis en sortant, tu avais une punition qui était faire le chemin de la croix 2 fois ou résister un chapelet au complet. C'était. Écoute, moi j'ai vécu cette époque-là. Puis le cours classique aussi, où il y avait beaucoup de religions, je dis tout le temps, à 20 ans, j'avais des indulgences pour 200 ans. Si j'avais plus besoin de mes. Le petit docteur de Saint-François de Beauce, bon, on l'a mentionné, c'est évidemment un roman historique, mais il y a quand même une quête qui s'approche beaucoup plus du roman policier, et c'est celle du personnage d'Ida Bernier. Donc, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui a accouché, mais dont le bébé a disparu. Évidemment, on l'a parlé, bon, on a le nouveau docteur, le nouveau curé dans le village, ils n'auront pas du tout la même réaction face à cet événement-là. Le docteur et sa femme, plein d'empathie, parce que pour eux, ben, surtout à l'époque et au peu d'informations dont les gens disposaient, pour eux, Ida, ben, c'est une enfant, c'est pas une adulte, c'est une enfant à qui est arrivée une épreuve, quelque chose d'épouvantable, dont à, ils veulent l'aider à trouver la vérité, savoir ce qui s'est passé. Alors que pour le curé, qu'un bébé ait disparu, la coupable, ben, c'est Ida. Et cette quête-là, qui traverse votre roman d'un bout à l'autre, ouvre aussi la porte au sort des femmes à cette époque-là, et à quel point c'était pas tendre, et comment la société, elle était euh, vraiment difficile, et bref, c'était vraiment pas évident. Mais le personnage d'Ida, est-ce que ça s'est apparu dans vos recherches? Comment ce personnage-là s'est Ouais, glissé là, dans cette oui, histoire-là? oui. Il y avait eu, dans tous les villages, il y a eu ces histoires-là de Ouais. jeunes filles qui avaient des bébés sans être mariés. C'était toujours la catastrophe. Il n'y avait pas 56 000 solutions. Si c'était issu d'un inceste, on essayait de cacher l'histoire le plus rapidement possible, et ça passait par tous les moyens, y compris de tuer l'enfant à la naissance et de l'enterrer dans le tas de fumier ou dans le bord de la forêt quelque part. Ou si les parents refusaient d'aller là, alors là, le curé faisait des pressions extraordinaires pour qu'il l'envoie à la Miséricorde, qui était un orphelinat à Québec. Mhm. Va le porter à l'orphelinat. Tu ne gardes pas cet enfant-là, c'est un enfant illégitime. Si l'enfant naissait avec un handicap physique visible, là, la sage-femme s'en chargeait. C'était une broche à travers le cerveau. Il y avait plein de façons d'éliminer ces enfants-là. Et ce cas-là, où il était tout près de la rivière, ils l'ont jeté dans la rivière, bien fagoté, et ils l'ont jeté dans la rivière pour éviter le scandale tout le temps, parce que c'était un péché mortel extraordinaire d'avoir un enfant dehors du mariage, et la société ne le tolérait pas. Même les juges, les coronaires, n'hésitaient jamais à blâmer la fille qui avait eu l'enfant plutôt Mhm. qu'à celui qui était le père, puis pourquoi il a fait ça. Puis très souvent, c'était un membre de la famille, dans presque 80% des cas, c'était un membre de la famille qui était le père, le père de la fille, le frère de la fille, le cousin de la fille, l'oncle de la fille. Anne-Marie Clich est une historienne, a très bien documenté ça, l'infanticide au Québec à cette période-là. C'est à te faire lever les cheveux sur la tête. Puisqu'au début, je ne voulais pas aller trop loin, mais après Ouais. l'avoir lu, j'ai dit, bon, ben, c'était assez affreux comme situation. Oui, et ça ramène justement encore une fois la divergence d'opinion entre Laurent, Rose, euh, qui pour eux, la victime, c'est Ida et le bébé qu'on ne trouve pas.
alors que pour le curé, c'est pas du tout une victime, Ida, là. Elle est à 16 ans, elle est responsable, et elle doit être punie. Puis ce qu'on comprend, c'est que elle doit être punie, mais pour toujours, là. Ouais. Il essaie même de la chasser du village parce que pour lui, c'est insupportable de laisser une jeune femme comme ça, mais encore là, une enfant, donner des mauvaises idées aux autres, alors qu'il s'inquiète pas du tout à savoir qui est le père de cet enfant Et- illégitime-là. ouais, je pense que j'ai collé le plus possible à la réalité de cette époque-là et la fille qui avait un enfant dehors du mariage, qu'elle ait eu 16 ans, 17 ans, 22 ans, c'était un scandale, c'était un péché incroyable, c'était inacceptable, il n'y avait rien qui pouvait justifier ça de quelque façon que ce soit. C'était toujours la fille qui avait été trop aguichante, qui ne s'était pas défendue, qui n'avait pas repoussé l'homme Mm. qui l'attaquait, c'est toujours elle qui était la victime. C'est très rare que la police a réussi à faire condamner des gens. Il y a eu des cas, quelques cas où la police a décidé que vraiment elle interviendrait, puis qu'il y aurait un procès. Et dans ces cas-là, c'était l'histoire d'hommes qui avaient, pas seulement qu'avec une fille, mais avec plusieurs. À un moment donné, là, Mm. ça devenait trop évident. Mais encore là, c'est l'un des secrets les mieux gardés. Je me souviens dans le village chez nous, c'est arrivé, ben ça, c'est arrivé à Beauceville, mais c'est arrivé dans le village chez nous, puis tout le monde parlait de cette fille-là avec dédain, alors que c'était une fille très normale, comme moi, puis ma soeur, puis elle n'avait Mm. rien. Elle était arrivée, on se doutait tous de comment c'était arrivé, qui était le père. Mais parce que c'était arrivé, là, elle n'est plus à l'école, là, c'est isolé complètement. Puis dès qu'elle a pu quitter le village, elle est allée vivre à Québec. C'est C'est tellement des vies désespéré. gâchées. Mais bon, c'est il y a 100 ans. Ça a changé. Il y a encore des lacunes de ce côté-là, mais ça a beaucoup changé, heureusement. Ça a changé, mais maintenant, quand je parlais de la place de la femme, vous abordez aussi la violence conjugale, qui ça, malheureusement, n'a pas tant changé. Non, non. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Laurent est témoin d'une situation, mais il est pris avec les moyens de son époque. Il est trop en avance avec son époque. Il voudrait intervenir, il voudrait aider cette femme dont il soupçonne être victime de mauvais traitements. Mais c'est toute la société puis le village qui vont lui dire, ben non, on peut pas se mêler de ça. Puis même les policiers à qui il se confie, lui disent, probablement tu as raison, mais je peux pas rien faire parce que comment on va prouver ça? Et c'est difficile à lire ça aussi. Oui, d'autant plus que le coupable, c'était le maire du village. Et les gens l'avaient élu, et il y a un personnage qui arrive à la fin qui leur remet sur le nez leur choix. Vous auriez dû y Mhm. penser. Vous saviez tous qui battait sa femme. Tout le monde le Ouais. savait dans le village. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas bougé. Et elle est arrivée, elle a fini légumes. Euh, C'était. Moi, on avait des voisins chez nous où il y avait cette situation-là. Et c'était épouvantable. Les enfants avaient peur de leur père, ne savaient pas quoi faire. Il y avait une demi-douzaine d'enfants dans la maison, des gars qui auraient pu se révolter, mais personne n'aurait osé toucher au père. Personne ne se faisait des plaintes contre lui. Je suis à ma mère, quelquefois, elle disait, mon père, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas laisser faire ça. Elle dit, mêle-toi de tes affaires, ça ne nous regarde pas. C'est pas à nous à se mêler de ça. Laisse le curé s'en mêler. Le curé le savait, il s'en est jamais mêlé. C'était la loi du silence. Tout le monde savait, mais personne n'agissait. Ouais, et Et c'est la encore femme n'avait pas ce droit de parole-là non plus. Elle ah, pouvait pas. Ouais. pas croyait qu'elle inventait ces histoires-là, alors que des fois, c'était très évident. Il y avait des plaques rouges dans la face ou des ecchymoses qui. Elle n'était pas juste tombée. Là. Il y a quelqu'un qui l'avait aidé à tomber, pas à peu près. Mais c'était l'époque. Euh, C'était l'époque. Je ne dis pas que je suis fier de cette époque-là, mais c'était l'époque. Et tu as raison, c'est encore la violence conjugale, on le voit là, depuis 2 ans. Mhm. Le Ouais. féminicide qu'il y a au Québec puis ailleurs, tu te dis, mais pourquoi ça existe encore? Tu sais, comment ça se fait que c'est encore comme ça? Là, au moins, la police s'en mêle, ça ne donne pas Mm. toujours les résultats que tu veux. Au moins, il y a des centres d'hébergement où les femmes peuvent aller. C'est encore très incomplet, mais au moins, il y a des ressources. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et La on seule en parle ressource, plus. oui, c'est ça. On en parle beaucoup plus. Ouais. Mhm. Là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ils vont penser que c'est un roman tout à fait déprimant, mais c'est pas le cas tout à fait. Depuis tantôt, on parle de grippe espagnole, de droits de femmes bafoués. Écoutez, non, Mais vraiment, je regarde ma liste, là. il y a une très belle histoire aussi, Geneviève, dans le roman, des deux jeunes Oui, enfants qui, oui.
sont le petit gars là, qui est très évolué, dont les parents meurent dans un incendie, puis lui et sa Encore soeur du sont. monde qui meurt. Ouais, c'est ça. Et c'est le médecin finalement qui les adopte. Et c'est bon, je me suis dit, je vais mettre une note beaucoup plus positive, beaucoup plus heureuse là, pour pas que les gens restent sous l'impression que tout le monde était une bande d'imbéciles à ce moment-là. C'est pas Mais du tout c'était. l'impression qu'on a, mais je pense qu'on s'attache à la quête de ce docteur-là, qu'on sent qu'il veut changer les choses, mais qui est peut-être juste 50 ans. Mais encore là, je dis 50 ans d'avance, et non parce qu'on a vu des professionnels de la santé être confrontés au même genre de défis dans les 2 dernières années. C'était la même chose, le manque Ouais, d'éducation, la ouais, désinformation. On a tous vécu ce qu'il a vécu, là. ouais. Ce qui me désespère, moi, dans la société d'aujourd'hui, bon, bien sûr, les féminicides, puis bon, mais il y a au moins un peu de progrès là-dessus. Mais ce qui me désespère, c'est les enfants laissés à eux-mêmes. Tous les problèmes là, qu'on voit en ce moment là, dans la protection des enfants. Je ne blâme pas les Ouais. gens qui travaillent là. C'est peut-être dans l'organisation du travail, c'est peut-être les parents, c'est les paquets. Si on veut trouver des coupables, on va en trouver des tonnes. Il y a moi, j'ai traité ce sujet-là dans le roman précédent, Mhm. Enlèvement. Et pour les recherches que j'ai faites là-dessus, j'ai parlé à une femme qui a travaillé dans ce milieu-là pendant 35 ans. Les histoires d'horreur qu'elle m'a racontées, c'était à pleurer. Tu ne peux pas croire qu'il y a des parents qui existent, qui agissent comme ça envers leurs enfants. Merde, si tu n'en veux pas d'enfant, n'en aie pas. Tu sais, ça me semble, bon, c'est peut-être simpliste ce que je dis là, Mhm. mais tu sais, tout ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. La société a évolué depuis le petit docteur de Saint-François de Beauce, mais peut-être pas aussi vite que je le souhaiterais. Non, puis je pense que c'est ce que le roman souligne, je ne vais pas dire surligne, mais souligne certainement, c'est peut-être ces biais de société-là que oui, on a fait du chemin, mais on est confronté aux mêmes défis parce qu'évidemment, ben, il y a personne de nous, ben, on n'était pas là évidemment pendant la grippe espagnole, c'est la première pandémie que l'on connaît et les difficultés auxquelles on a été confronté comme société, les conflits que ça a créé, ben, on se rend compte que finalement, on n'a rien inventé. Euh, je ramène justement les croyances, les fausses croyances, la désinformation, plus savoir. Puis nous, ben, on vit une époque où est-ce qu'on est envahi d'informations, donc je comprends les gens aussi d'être perdus. C'est Ouais. difficile, puis les algorithmes font que ben, on tombe comme dans des trous noirs. Là, donc Ouais. on peut pas juger là. Ouais. Tu as raison. À l'époque de la grippe espagnole, les gens n'avaient pas beaucoup d'éducation parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, mais Ouais. pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement bonnes. Quand l'école était à 4 ou 5 000, c'est des 1000 à l'époque de chez toi. Les matins, moins 25, tu n'y vas pas. Puis quand commence le temps des foins, le temps des récoltes, ton père a besoin de toi, tu n'y vas pas à l'école. Et ces gens-là, évidemment, qui n'avaient pas eu beaucoup d'éducation, avait plus de difficulté à former un jugement solide quand arrivait des choses, ne lisait pas les journaux, il ne savait pas lire, etc. Et aujourd'hui, tu as le même phénomène, et c'est là où moi, ce Ouais. qui me désespère un peu, c'est que je regarde tous ces, je ne sais pas comment les appeler, je pensais à abrutis, c'est peut-être pas gentil, mais bon, qui sont sur les médias sociaux, qui se transforment en spécialistes sur la santé, sur Mhm. la politique, sur l'Ukraine, qui racontent à peu près n'importe quoi. Tu sais, je me dis peut-être que notre système d'éducation était bon. Moi, j'ai fait un cours classique, j'ai appris le latin, le grec, j'ai appris plein d'affaires, et on ne m'a jamais montré comment agir en société, comment tu sais, te faire une opinion par toi-même, et pas autant en tout cas que je l'aurais voulu. Et je trouve que c'est le gros problème aujourd'hui. Les gens vont à l'école, apprennent à compter, à lire, puis quand ils restent jusqu'à la fin du secondaire, un peu plus. Mais quand ils se retrouvent dans la société, on ne leur a pas enseigné à regarder les choses en face. Qu'est-ce que vous en pensez avant de chercher quelqu'un qui va vous dire comment penser, puis de le suivre aveuglément comme un mouton, là, comme on le voit là, en ce moment avec tous ces gens qui sont opposés Mhm. aux mesures Développer sanitaires. l'esprit critique, là. Ouais, développer l'esprit critique, bien dit, exactement. Ouais. Et comme je dis tout le temps, l'éducation médiatique. Comprendre le rôle des médias, comprendre comment ça fonctionne, je pense que ça aussi, ça serait important. Des fois, je regarde aller mes collègues journalistes, puis je suis donc content de ne plus faire ce travail. Nous, on Ça était vous à peu manque près pas, juste jamais. là? Nous, on était Ça à vous peu près manque pas? jamais. Non. Non. Ah, On était à non. peu près jamais restés. Tu sais, on évoluait. Bon, de temps en temps, des gens disaient le topo que tu as fait hier soir était tout croche, puis je ne suis pas d'accord avec toi, puis c'était correct, tu sais, puis Mhm. souvent ils avaient raison, puis etc. Mais il n'y avait pas cette haine-là qui est à l'endroit des Ah oui. médias.
effrayant, tu sais. Puis, et je fais juste une rapide parenthèse. Je regarde ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Je regarde Ali Marie-Ève Bénard et Tamara Altekova, puis je me dis, merde, ils sont en train de montrer à ces gens-là que le journalisme est important, qu'il peut être très bien fait, qu'il faut être courageux pour le faire. Puis arrêtez de penser qu'on vous raconte n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, les gens, quand ils se sont fait une idée, c'est les merdias, ce n'est plus les médias. Il n'y a rien à faire avec ça. On pourrait continuer là-dessus pendant très longtemps. Ouais. Je vois que le temps a filé. Merci énormément pour votre générosité d'avoir été là cet après-midi. Mais vous restez en ligne puisque les gens vont pouvoir aller vous parler directement. Il va y avoir un lien Zoom disponible dans le clavardage et sur les différentes plateformes. Donc, les gens, je vous invite à cliquer sur le lien pour pouvoir aller discuter de vive voix et poser vos questions à Daniel Lessard. Ben, merci beaucoup. Puis au plaisir de se croiser en personne l'an prochain. J'espère bien. Merci, Geneviève. À la prochaine. Merci.